Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir. Merci d'être avec nous pour cette rencontre qui a été rendue possible par les éditions des Sirtes, l'Institut culturel roumain de Paris et par l'ambassade de Roumanie en France. C'est un énorme bonheur d'accueillir aujourd'hui l'écrivaine roumaine Florina Illis. Après La Croisade des enfants, récompensée par le prix Courrier international du meilleur livre étranger 2010, après Les vies parallèles, traduit en français en 2015, Florina Illis revient dans les rayons et sur les tables de nos libraires en France avec un roman époustouflant, tant sur le fond que sur la forme. La traduction qui frôle la perfection est faite par Marie-Lie Lenire. Le livre des nombres, car c'est de lui dont il s'agit, pourrait être une saga familiale, une chronique historique, un roman rural, mais c'est tout ça et tellement plus encore. Et nous allons le découvrir pendant l'heure qui suit. Bonsoir Florina. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et bravo pour ce roman qui est absolument fabuleux. Dès demain, le 8 avril, il sera en librairie. Donc, pour tous ceux qui nous suivent ce soir, ils pourront se dépêcher dès la première heure. Librairie Commerce Essentiel, je vous en prie. Donc, les librairies sont ouvertes. Vous n'avez aucune excuse. Pour commencer à parler de ce roman, Le livre des nombres, Florina, est-ce qu'on pourrait restituer en quelques mots les grands moments de l'histoire roumaine du XXe siècle, juste pour fixer le cadre historique du roman? Oui, bien sûr. Donc, je suis née dans la région de Transylvanie, qui est située au nord-ouest de la Roumanie. Avant la Première Guerre mondiale, la Transylvanie faisait partie de l'Empire autriche-hongrie. En 1918, Transylvanie, Bassarabie, Bucovine et la moitié orientale du Banat proclament leur union avec le royaume de la Roumanie, union qui sera reconnue par les traités de la conférence de la paix de Paris. En Transylvanie vivaient à l'époque ensemble des Roumains qui étaient majoritaires, des Hongrois, des Allemands, des Juifs et des Gitans. Mon roman, Le livre des nombres, suit 4 générations des Roumains de Transylvanie depuis 1914, le début de la Grande Guerre, jusqu'à 2018. Donc, tous les grands événements du XXe siècle, ils sont là. Et pourquoi ce titre? Pourquoi le livre des nombres? C'est pas anodin, hein? Le titre vient de la Bible, comme vous le savez bien, de l'Ancien Testament. Le livre des Nombres est le 4e livre de la Bible. La construction de 7 chapitres de la Bible est complexe et recouvre environ 38 années de l'histoire du peuple d'Israël. Le livre des Nombres s'attache à la période d'errance du désert dans la péninsule du Sinaï après la libération d'Égypte. Il s'achève à la veille de l'entrée en terre promise, région de Canaan. Les listes généalogiques qui apparaissent sont essentielles parce qu'elles contiennent le recensement des vivants des tribus d'Israël pendant le grand retour vers la terre promise. Le titre de mon roman est métaphorique et fait allusion à la liste des morts et des vivants de la famille du narrateur qui voudrait reconstituer de ce façon, à travers la mémoire des gens, les récits de sa famille. Donc, j'ai choisi ce titre, bien sûr, pour expliquer tout ça. La tâche du narrateur n'est pas facile parce que, d'abord, le narrateur est un homme. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi une voix masculine pour porter le texte. Il n'est pas seul à raconter. D'autres personnages vont prendre la main au fur et à mesure. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont vous avez repris le réel, des fragments de vie familiale
de fragments de vie du village natal. Et vous avez essayé de reconstituer tout ça avec là où vous n'aviez pas les informations, avec de l'imaginaire. Et c'est vraiment un travail, je pense, de longue haleine. Comment avez-vous procédé? La documentation s'est passée comment? J'ai commencé par raconter une histoire de ma famille, mais au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que l'histoire est plus grande parce que une famille des gens de Transylvanie, ça contient aussi l'histoire de toutes les familles de la Transylvanie. Donc, je mélangeais des récits d'histoire personnelle de ma famille avec des récits d'histoire des autres gens, bien sûr, que j'ai connus. Et puis, j'ai fait une documentation sur les événements historiques qui ont eu énormément les archives ou le matériel que vous avez trouvé dans votre famille, où vous êtes allé pour la partie, par exemple, pour la partie après la collectivisation, après l'arrivée des communistes, est-ce que vous êtes allé étudier les dossiers de la sécurité? Par où est-ce que vous avez trouvé toute cette documentation? J'ai trouvé des documentations parce que l'histoire, les historiens ont commencé à étudier le passé récent de la Roumanie. Donc, ils ont commencé à étudier les documents de la sécurité qui sont là. Mais aussi, j'ai fait mes recherches personnelles, mais surtout en parlant avec des gens, parce que vous savez, l'écrivain n'est pas un historien, donc qui fait une collection des informations. Pour moi, c'était plus important d'entendre la voix des gens qui ont participé aux événements, parce que c'est ça qui m'intéressait, la vérité des gens qui ont vécu à l'époque. Bien sûr, mes grands-parents, bien sûr, les gens de la village. Donc, la documentation pour le roman était complexe. De toute façon, c'est l'histoire orale qui se mélange avec l'histoire documentaire et aussi avec l'histoire familiale. Et justement, il y a certaines choses que vous racontez dans le roman qui sont difficiles à raconter encore aujourd'hui. Et par exemple, le grand-père Gerasim, lui qui avait fait la première guerre, qui la raconte avec beaucoup d'entrain à ses petits-enfants, par exemple. Mais par contre, il n'arrive pas à parler de la période de détention. Et vous le dites avec tellement de justesse. Je ne savais même pas que le grand-père Gerasim avait été en prison à cause de la terre, parce que chez nous, à la maison, on ne parlait pas de ça. Je me rends compte maintenant qu'en ces années-là, certains sujets étaient évités tacitement et express dans les conversations des grandes personnes. On n'évoquait jamais en notre présence à nous, les enfants, la confiscation des terres ou la collectivisation. Et ce sont des souvenirs qui doivent être encore douloureux, même si on peut en parler aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai. Mais vous savez, l'histoire se fait avec des pages écrites par la plume, pas avec la gomme. Il faut qu'on parle du passé parce qu'autrement, ceux qui ont tout l'intérêt de l'oublier vont gagner. L'ignorance du passé est le pire des choses, à mon avis. Il faut nous rappeler l'histoire du passé, même si le passé contient des événements qu'on préfère oublier. Dans le roman, comme vous savez, Gerasim, le grand-père du narrateur, raconte sans problème des histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est battu contre les Russes, puis contre les Allemands. Mais il ne dit rien sur la politique agricole, sur la confiscation des terres,
sur la politique du parti agricole du Parti communiste et sur la terre qui a été collectivisée après la guerre. Personne ne dit rien sur la situation des gens de la campagne qui ont été condamnés à la prison à cause de leur opposition. C'est le cas du grand-père Gerasim qui va à la prison. Je pense que la réponse est assez simple. Les gens sont heureux de parler de leur victoire de la vie, mais ils évitent à parler des choses qu'ils ont perdues. Aux yeux des gens, Gerasim est quelqu'un qui a raté dans la vie parce qu'il a tout perdu, précisément la terre qu'il a tellement aimée. Ayant perdu la rue, la terre, il ne reste plus rien à donner à son fils Joachim. C'est un grand échec pour lui. Au contraire, un autre personnage, Angelion, son cousin, a gagné beaucoup avec le communisme et il est heureux de parler de son succès. L'histoire heureuse est surtout une histoire de vainqueur. Mais justement, pour parler d'Engel, la construction du roman, je ne sais pas comment vous avez fait, mais elle est absolument incroyable parce que on pourrait facilement s'y perdre et en fait non, parce que vous avez une vraie plume. Et il y a des cercles enfin, comme si des boucles étaient bouclées au fur et à mesure. Et Engel, pour toutes les personnes qui nous regardent, est le grand-fils de Marie-Mignonne, qui lui était membre de parti et qui a participé activement à l'expropriation des terres des paysans. Et Engel revient avec beaucoup d'argent, là, de nos jours, une fois que les terres ont été rendues et que les paysans ne savent plus les cultiver, il vient pour les racheter avec de l'argent sonnant et trébuchant. Est-ce que c'est une image de la Roumanie aujourd'hui? Est-ce que c'est symbolique? Oui, oui, parce que vous voyez, à la campagne maintenant, ce sont seulement des vieux qui habitent à la campagne. Ils n'ont plus de moyens à cultiver la terre. Donc, les gens qui ont gagné de l'argent, soit à l'étranger, soit dans le pays, ont acheté de la terre. Et oui, c'est la situation actuelle maintenant. Par exemple, dans la zone du Banat, de l'ouest du pays, la terre est achetée par les Italiens parce qu'ils aiment la terre là-bas et la ville de Timișoara est une ville assez cosmopolite à ce moment. Donc, ceux qui ont de l'argent ont beaucoup acheté de la terre en Roumanie parce que ça c'est possible. Les vieux qui vivent maintenant à la campagne, donc ils ont vendu leur terre parce que leur fils ne revient à la campagne pour travailler la terre. Justement, je me permets de vous interrompre pour parler de la terre. Pour les lecteurs français, la Roumanie était un pays majoritairement agraire, enfin, qui vivait de l'agriculture au moment où la Seconde Guerre est arrivée et au moment où le régime communiste s'est emparé du pays. Et en expropriant les paysans, donc vraiment les gens qui tenaient le pays, avec la collectivisation, en envoyant les paysans en détention, en compte de travaux forcés, c'est comme si quelque chose a été cassé. Parce qu'on enlevait non seulement l'outil du travail, mais la raison de vivre. Et c'est ce que vous décrivez très très bien dans le roman. Et ce qui explique aujourd'hui peut-être certaines difficultés en Roumanie, mais c'est là où vous le dites très bien, que la mémoire, c'est quelque chose à préserver, à transmettre. Pourquoi pour vous c'est tellement important, la transmission? Ce roman, c'est ça en fait. Vous
transmettez une mémoire. Oui, oui, c'est l'histoire des gens qui habitent à la campagne, mais c'est une histoire assez longue parce que ce sont les 4 générations des gens qui viennent de cette famille. Donc, pour chaque génération, la situation est assez différente. La situation avec la terre est assez différente. Mais vous voyez, les arrière-grands-pères, ils sont les plus fortunés parce qu'ils ont possédé de la terre, ils avaient les moyens à la cultiver. Et puis les grands-pères aussi, au début de leur vie, comme paysans, ils avaient de la terre, mais le communisme est venu et donc ils ont perdu la terre. C'est le cas de Gerasim. Son fils, Joachim, va à l'école parce que c'est la seule chose qu'on pouvait faire à l'école à ce moment-là. Donc, il va à l'école, il devient ingénieur agronome, il revient dans la village, mais il travaille la terre de la coopérative agricole parce qu'à l'époque, personne ne possédait de la terre. Et la 4e génération, la génération du narrateur, je l'ai nommé la génération des récupérateurs. Oui. Donc, ce sont ceux qui ont la possibilité de récupérer les propriétés de leur famille. Mais le problème, elle reste ouverte. Quoi faire avec la terre? Voilà. Moi-même, je suis propriétaire, pas moi, mais mes parents sont propriétaires de la terre, du forêt. Mais je vis à Cluj, donc j'enseigne à l'université. La question se pose, quoi faire avec la terre? La seule possibilité est celle de le vendre. Voilà. Donc, Et c'est encore un arrachement. C'est encore un arrachement. Voilà. Parce que c'est Cornelia dans le livre qui justement qui ne sait pas quoi en faire et qui se dit de toute manière si je récupère cette terre, je vais être obligée de la vendre, mais on est conscient, normalement, on est conscient de ce que cette terre représente. Et c'est encore un arrachement, c'est comme si c'était pas une malédiction, mais une tristesse qui ne finira jamais. Oui, je suis d'accord avec ça, oui. Justement, comment vous dites à un moment donné, en parlant de cette réalité qui constitue le roman et de ce qu'il a fallu mettre autour pour tenir l'ensemble, et vous dites, je ne peux pas tout faire rentrer dans le roman, bien que le roman soit tout. Je crois que cette phrase a interpellé beaucoup de monde parce qu'elle est extrêmement profonde et je voudrais savoir justement qu'est-ce que la vérité dans le roman. Parce que ce roman, non seulement il y a du réel, mais il y a de l'intime. La vérité est tout. Donc, il y a d'un côté la vérité historique, parce que la vérité historique, elle est là. Et de l'autre côté, il y a la vérité imaginaire, qui est quand même la vérité des gens. J'ai tissu les 2 fils de la vérité comme ma grand-mère tissait dans son métier à tisser. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec les 2 vérités. En revanche, tout part d'une photo, c'est bien ça? Oui.
en partant de cette photo, j'ai deux questions, mais je vais les séparer. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du chasseur qui est à l'origine de ce roman? Soit le personnage, Oui, parce que le réel vous appartient. oui, le personnage Pierre Barnat, oui, c'est le modèle pour ce personnage était mon arrière-grand-père, qui était un grand chasseur. J'ai grandi avec des histoires sur ce succès à la chasse. En Transylvanie, la chasse était considérée entre les deux guerres mondiales une activité essentielle dans les relations sociales. J'ai commencé à écrire sur mon arrière-grand-père parce que j'ai été fascinée d'une photo avec des chasseurs qui se sont venus à la chasse. Et je me suis demandé qui sont eux, qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils pensaient, qui était leur destin. Donc des questions qu'on pose quand on voit en photo peut expliquer. Parce que quand j'ai décrit la scène dans le roman, Joachim demande à sa grand-mère des informations sur les chasseurs qui sont dans cette photo. Et la grand-mère dit, je suis triste parce que je ne peux pas te dire les noms de tous les gens qui apparaissent dans la photo. Elle aussi, à l'époque, elle était une petite fille quand cette partie de chasse a eu lieu. Oui. Donc, c'est la merveille de la littérature de remplir tous les espaces vides, donc avec l'imaginaire, avec l'imagination. C'est ce que j'ai fait dans le roman. J'ai inventé quand je n'ai pas su la vérité entièrement. Mais l'imaginaire est aussi la vérité, n'est-ce pas? Petre Barn a parfois l'air d'un surhomme, en fait. Il y a des scènes dans le roman où on a vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui dépasse le commun des humains. Donc, c'est vraiment un pilier. Moi, j'ai été très, très touchée par Gerasim, j'avoue, mais il est indéniable que Petre Barna, c'est vraiment le centre. On dirait que c'est vraiment le centre. Quelque part, ça ne m'étonne pas du tout que justement ce soit lui qui soit tellement proche de vous dans la réalité. La chasse, justement, c'est drôle parce que on dirait que c'est un fil conducteur dans l'histoire, peut-être involontaire, mais c'est quelque chose qui revient au fil du temps, mais sa symbolique, elle change au fur et à mesure au gré des personnages qui la pratiquent. Et est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu là-dessus? Parce que oui, il y a au départ Petre Barnard, mais on va avoir d'autres personnes chassées au fur et à mesure du temps. Oui, j'ai commencé à écrire sur Petre Barna, mais au fur et à mesure que j'ai avancé avec l'écriture, je me suis rendu compte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les leaders communistes ont adopté la chasse comme leur sport préféré. Ceausescu, par exemple, a fait une grande obsession pour la chasse. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il considérait la chasse une activité noble. Donc, je me suis documentée sur le sujet. Et finalement, la chasse est devenue, comme vous l'avez bien dit, le fil conducteur du roman. Oui. Et ça colle très bien aussi avec le contexte et l'espace, parce que l'espace dans lequel évoluent les personnages, c'est un espace où la nature domine, où les forêts dominent. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, on organise aussi des parties de chasse dans cet village. Donc, j'ai participé aussi pour voir un petit peu comment ça se passe, oui, pour mieux décrire.
les événements. Pour revenir un tout petit peu dans le réel aujourd'hui même, je sais que vous êtes allé voir des élèves en Roumanie lors de la promotion de votre livre. Hein. Il est paru il y a 1 an, je crois, en Roumanie, 1 an ou 2, 2018, je crois. 2018, oui, voilà. Et donc, vous êtes allé dans les écoles. Pour fêter l'union Oui, des Roumains, oui. oui, voilà. Comment les jeunes générations d'aujourd'hui regardent ou ont reçu cette mémoire quand vous leur en avez parlé? Quels ont été leurs retours? C'est encore proche d'eux ou complètement lointain? Vous voyez, j'ai eu des rencontres avec des élèves de collège. Et ils ont été enchantés parce que je leur ai proposé un jeu de faire leur propre arbre généalogique et faire des histoires sur leur propre famille. C'est très amusant pour les élèves, cet exercice de mémoire sur leur propre famille. Et pourquoi, c'est une autre question que je me posais, je ne vais pas passer du coq à l'âne, mais j'ai peur de l'oublier. Pourquoi vous avez tenu à dépasser le 89? Une fin possible aurait été la chute justement du communisme et de Ceausescu. Et le récit dure jusqu'en 2018. Pourquoi? Parce que je voudrais savoir, je voudrais montrer qu'ils sont devenus les descendants après la chute du communisme. Je voudrais voir si le sentiment de la possession de la terre est encore vif dans le cœur des héritiers qui se sont éloignés de la vie rurale comme moi-même et qui ont devenu des intellectuels et mènent une vie moderne dans la ville. C'est pour ça que j'ai dépassé 1980. Est-ce qu'il y a un personnage que vous préférez dans ce roman? Ou quel est le personnage qui vous a demandé le plus d'efforts ou pour le travailler, pour le constituer, pour le faire marcher? Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a vraiment, qui s'est emparé de vous? Parce qu'il y a toute une... c'est compliqué de restituer en une seule heure. Je me permets de le montrer quand même. De tout passer en revue. Et il y a toute une galerie de personnages, tous plus intéressants les uns que les autres. Et je me dis, c'est toujours pareil, même si on n'aime pas, il y a toujours un, peut-être, qui... J'aime bien travailler avec beaucoup de personnages. La Croisade des enfants contient beaucoup de personnages. Et, certains personnages du livre des nombres sont liés à ma famille, donc je suis attachée à leur mémoire. Il s'agit de mon arrière-grand-père, de mes grands-parents. Mais à mon avis, il n'y a pas de personnages compliqués à travailler, mais il y a des gens comme dans la vie qui sont plus discrets que les autres, qui se cachent et qui ne se laissent pas facilement observer. Pour ne pas laisser mes souvenirs envahir le récit, j'ai préféré que le narrateur principal du roman s'exprime par la voix d'un homme. Voilà la réponse, parce que autrement, il y avait comment dire, le risque à ce que vous le soyez... risque, voilà, le risque, oui, d'être trop sentimental, ce que je ne voulais pas. Non, c'est au contraire, c'est une prouesse. Et justement, je ne voudrais pas que ceux qui nous regardent aient l'impression qu'il s'agit d'un roman classique. Au contraire, sa modernité qui vient non seulement du fait que le narrateur principal, c'est un homme, mais un homme qui enquête autour de lui, qui fait parler d'autres personnes. Et du coup, la construction du roman, c'est vraiment cet arbre avec des multiples branches. Et
Et de surcroît, vous avez une empathie pour vos personnages tout en restant, enfin vous, je dis vous, le narrateur, tout en restant neutre en permanence. Donc, c'est là où on se dit, l'histoire familiale se trouve à la base du roman, mais par contre, le roman, il est bien là en tant qu'œuvre de fiction. Et justement dépourvu d'un investissement sentimental qui aurait pu justement le rendre trop classique ou trop banal. Ce n'est pas du tout le cas. Comment vous avez travaillé justement cette construction? Est-ce que vous aviez déjà avant l'image, l'arbre, les branches, les chapitres, comment on les a laissés poser ou c'est venu au fur et à mesure? Dès que j'ai eu le nom, le titre du roman, j'ai su quoi faire. Le plus difficile, c'est le début du roman. J'ai eu une idée sur le roman, mais quand j'ai commencé à écrire les premières phrases du roman, tout est devenu assez facile. Peut-être que la seule chose que je sais mieux dans la vie, c'est raconter des histoires. Voilà, il me semble parfois qu'un écrivain, lorsqu'il est face à sa feuille ou devant son ordinateur, n'écrit pas pour un lecteur précis, il écrit pour lui-même. C'est un exercice personnel, solitaire, parfois difficile, complexe. Mais quand le livre devient un objet, qu'il se retrouve en librairie, le livre devient plus important que son auteur. Il ne l'appartient plus. Avec chaque livre, je recommence la quête du beau du monde. La quête du beau, pour moi, c'est la possibilité d'arrêter l'horreur et de l'exiler d'un autre monde. L'horreur et la laideur reviendront dans le monde, mais on sait qu'on a le pouvoir de l'exiler de nouveau par la littérature, par chaque page écrite. On résiste à la laideur et on recommence à écrire. Cette résistance ne s'achève jamais. Le rôle de la littérature est de ne pas fatiguer à lutter contre la laideur qui est partout sous nos yeux. Le rôle de l'écrivain est de ne pas s'arrêter à écrire de ce sens-là. C'est voilà, c'est ce que je pense sur la littérature. Et si mes histoires sont lues, mon rôle, voilà, est accompli. Est-ce que ça a été aussi un exercice cathartique, ce roman, de restituer? Oui, parce que c'est important d'accepter le passé. Et c'est pourquoi c'est un exercice cathartique, parce que on faire la mémoire du passé, même si c'est une mémoire traumatisée, parce qu'il s'agit d'une mémoire traumatisée, c'est important d'y aller et de parler avec les gens qui ont vécu le passé traumatisé et accepter que, voilà, que les gens font des choses mal. Et même si cela implique des conséquences sur des générations par la suite. Oui, parce que les jeunes générations ont le droit de connaître le passé des grands-pères, de leurs parents. C'est ce que vous faites aussi avec ce roman. Vous le dites souvent, c'est comme une démarche presque participative, parce que ce que vous espérez des lecteurs, et lecteurs français y compris, même si la mémoire n'est pas la même, cela ne change en rien le fait que la lecture de ce roman peut créer justement des velléités de curiosité, de vouloir aller vers ses parents, de vouloir rassembler la mémoire familiale.
de savoir d'où on vient chacun? Oui, vous voyez, il n'y a pas de pays qui ont de belles histoires du passé. Tout le monde, tous les pays ont des histoires assez horribles, peut-être. Mais je pense que l'exercice pour chacun des pays est d'accepter le passé tel qu'il est. C'est ça ma croyance, parce qu'autrement, les gens qui vont que le passé soit oublié vont gagner. Après la chute du communisme en Roumanie, les historiens ont commencé à écrire sur l'histoire du communisme. C'est très important de connaître l'histoire, mais les livres d'histoire sont lus seulement par les chercheurs. Donc, on a toujours une histoire contemporaine très peu connue. Et j'espère que la littérature, ma littérature et la littérature des écrivains d'aujourd'hui aidera mieux connaître le passé et qu'il posera des questions sur les événements du passé. Moi, je ne suis pas seule dans la littérature humaine qui fait ça. Il y a aussi des écrivains qui reviennent sur le passé communiste. Comment êtes-vous justement arrivé à l'écriture? La littérature a été une passion depuis toujours, parce que là, vous théorisez avec beaucoup de justesse justement le rôle de l'écrivain et le rôle de la littérature. C'est quelque chose qui vous a toujours habité? J'ai commencé à écrire à 16 ans. À 16 ans, j'ai commencé à écrire mon premier roman. Mais avant, j'aimais beaucoup de raconter des histoires. Ma grand-mère était une conteuse excellente. Donc, on a dans la famille cette qualité de conteur. Et j'ai su que je voudrais écrire. Mon premier roman je l'ai écrit à 16 ans, mais c'était avant la chute du communisme. Et mon professeur de la littérature roumaine qui l'a lu a dit que c'est un roman qui ne peut pas être publié à l'époque. Donc, c'était pour la première fois que j'ai été confrontée avec la censure. Pour moi, c'était incompréhensible ça. Pourquoi ne pas pouvoir publier un roman qui était en fait un roman d'amour? Mon roman n'était pas un roman politique. À 16 ans, on n'écrit pas sur la politique, on écrit sur l'amour, bien sûr. Et j'ai dit, mais je ne sais pas qui a parlé. J'ai dit, je vais attendre. Et mon prof m'a regardé et il m'a demandé, tu vas attendre quoi? Voilà. Donc, j'ai attendu. La révolution est venue et j'ai commencé à écrire et à publier sans problème. Là, pour ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le lien Zoom ou sur Facebook, on les posera à la fin. Pour ceux qui nous écoutent, donc vous continuez à enseigner, vous êtes enseignante à l'Université Babej-Boliai à Cluj. Comment vous faites pour continuer à enseigner et publier des romans aussi foisonnants et aussi riches? C'est quand même quelque chose. Oui, mais je me suis dédiée à la littérature et pendant les vacances, voilà, je passe mes vacances en écrivant. C'est simple parce que j'aime bien écrire, donc pour moi, ce n'est pas un problème. Parfois, c'est un problème de temps, c'est vrai, mais j'ai écrit le livre des nombres pendant 7 ans. Peut-être que, oui, peut-être que si, peut-être que quelqu'un qui fait ça tout le temps
la durée d'écrire des romans longs se diminue C'est admirable. Vous dormez quand? pendant la nuit. Pour revenir un petit peu au texte, il y a autre chose que je voulais vous demander. La figure de la femme en général dans votre roman, les femmes, dans leur grande majorité, sont très fortes, très déterminées. Euh, euh, Elles ne plient quasiment jamais le dos et ne baissent pas la tête. Et je voudrais justement parler surtout de Zenobia, euh, vous allez le lire, vous allez voir, c'est une femme exceptionnelle jusqu'à la fin. Est-ce que vous pourrez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Zenobia, aussi, le modèle pour ce personnage était ma grand-mère. Elle était la mère de mon père. Et il était une femme dure, assez dure. Mais je pense que c'est l'histoire qui a fait, qui a, qui a modélé en fait les femmes de notre histoire. Parce que elle a été obligée de son mari, Gerasim, était à la prison, donc elle est restée seule à la maison avec son fils qui était enfant. Le père Joachim, il était né pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est l'histoire, je pense que la réponse, c'est l'histoire qui a aidé les femmes oui, de devenir ainsi. Mais aussi, on a l'exemple de la grand-mère, de l'autre grand-mère du narrateur qui, qui n'a pas eu la force de Zenobia. Donc, il y a aussi des exemples de femmes qui sont affaiblis par les mouvements de l'histoire. Il y a une scène justement avec Zenobia et Joachim quand Gerasim se fait arrêter. Elle ne sait pas où il a été envoyé. Parce que il, je dis il sciemment, parce que ce il au pluriel revient souvent dans le texte. On sait que derrière, il s'agit des organes de la sécurité. On sait qu'ils étaient habillés en noir généralement et quand ils débarquaient et qu'ils ont enlevé les gens, les paysans, on ne savait pas toujours où les gens étaient emmenés. Et elle décide d'aller avec Joachim, aller voir si il était à Baltabraile, sans avoir la certitude de le retrouver. Et il y a une autre scène qui est mythologique quand comme une Pénélope qui attend en tissant, elle tisse, elle tisse, elle tisse, avec son métier à tisser en attendant que Gerasim revienne. Ce sont des pages qui sont superbes d'humanité et d'empathie. Merci beaucoup. Je ne saurais pas vous dire assez de vous précipiter pour lire ce roman parce qu'il nous grandit, parce qu'il nous apprend énormément de choses, parce que c'est une partie de l'histoire de l'Europe. Hein. Toute cette partie de l'Europe au XXe siècle a été particulièrement secouée. Nous nous sommes fait comme ça et Florina Illis le raconte extrêmement bien. Qu'est-ce que vous direz-vous à vos lecteurs français avant qu'ils commencent la lecture du livre, le livre des nombres? J'espère que la lecture leur plaira parce que je l'ai écrit avec tout mon cœur. Et
Ils vont se retrouver ne serait-ce que dans l'histoire familiale, parce que toutes les Oui, familles... oui, ça, je pense, oui, oui, parce que tout le monde a une famille, tout le monde a des racines, tout le monde euh, se rattache des histoires qui nous forment dans la vie. Donc, oui, je pense que oui, oui. J'espère que ces histoires de pandémie finiront assez vite pour que vous puissiez venir en France et faire la tournée des librairies. En attendant, Zoom est quand même un outil formidable parce que vous êtes en Roumanie, moi je suis à Bordeaux et puis les gens qui nous regardent sont un peu partout. Il y a des questions, il y a pas mal de questions qui arrivent de la part des personnes qui nous regardent. Et, alors, je vais peut-être commencer à vous poser des questions de vos futurs lecteurs ou des actuels lecteurs parce que sinon, on va être pris par le temps. Alors, donc, il y a quelqu'un qui vous dit que vous êtes absolument admirable et que le livre donne très, très envie. Alors, pourquoi les vieux propriétaires terriens roumains ne veulent ou ne peuvent pas obtenir des subventions financières les aidant à survivre? Oui, mais ça ne suffit pas. Oui, c'est vrai. Je vais me permettre de rebondir un peu. Quand les terres ont été enlevées, c'est le travail qui a disparu. C'est le travail de cette terre et les habitudes. Si vous voulez continuer Florina, mais il n'y a pas que la terre en tant que telle. C'est tout. Mais il y a aussi des histoires heureuses parce que parfois on voit à la télé des gens qui ont réussi à attirer des fonds européens et cultiver la terre. Euh, je pense, je suis optimiste dans l'avenir de la Roumanie parce que la terre chez nous n'est pas encore, comment dire, euh, on n'a pas utilisé dans le passé beaucoup de chimiques pour cultiver. Produits chimiques. Voilà, voilà. Donc, je pense que avec un peu d'aide du gouvernement, les gens vont aller à la campagne et cultiver la terre et faire de la terre et produire des produits bio parce que tout le monde maintenant cherche des bio, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça va aller à l'avenir. Il y a quelqu'un qui vous demande si écrire est un sacerdoce. Ah, c'est une difficile question, mais oui, je pense que l'écrivain est important premièrement la langue d'un pays. Parce que nous, les écrivains, on forme la langue littéraire. Donc, pour les gens, est très important de connaître la langue littéraire roumaine, parce que j'écris en roumain. Et c'est pour ça que je suis très attentive à la langue roumaine, et parce qu'on forme la langue. Donc, on peut dire qu'on est les sacerdotes de la langue. Voilà. Une question qui, du coup, c'est dommage parce qu'on aurait pu rester sur la langue, mais je reviendrai là-dessus après. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que les étrangers italiens que vous connaissez dans la région, qui ont acheté la terre agricole, se sont intéressés à cultiver cette terre en tant que nouveaux propriétaires, ou alors ils en ont fait autre chose? Euh, Certains d'eux, ils cultivent la terre.
il cultive la terre, donc il produit des légumes, mais ce sont des légumes qui parfois sont vendus à l'étranger, parce que ce sont des légumes bio. Et parfois, il achète la terre. Euh, je parle de la terre près de la ville pour faire des immobiliers Oui. là-bas, pour développer des projets immobiliers. Mais par exemple, dans la région de la village, qui est le modèle de la village de Mont-Roman, il y a un espagnol, je pense, oui, qui cultive la terre pour, avec des légumes. Oui. C'est rassurant. Oui, c'est bien parce que les gens de là-bas ont du travail, voilà. J'ai une autre question qui revient sur le temps que vous avez passé à écrire le roman. Et justement, comment réussissez-vous à rester connecté à tant de personnages et à forger leur intimité? Comment vous travaillez vous, avec des fiches pour chaque personnage ou vous relisez le tout avant de reprendre l'écriture? C'est un travail titanesque. Oui, mais j'ai fait l'exercice avec le roman La croisade des enfants. Parce que là-bas, j'ai beaucoup de personnages et donc je suis familiarisée avec la description des personnages, de l'intérieur des personnages. Moi, je suis très intéressée de la vie. Je ne suis pas un écrivain qui écrit sur lui-même, qui raconte des histoires sur lui-même. Je n'ai aucun roman sur moi-même. Mais j'aime beaucoup les gens, j'aime parler avec les gens, je suis très curieuse d'entendre leur histoire de vie et les gens viennent vers moi et me parlent et ils me parlent. Peut-être que j'ai une empathie, on dit ça en français, Oui, empathie, oui, oui, absolument. oui, envers les gens. C'est peut-être que c'est pour ça, c'est pour moi assez facile de parler avec les voix des gens. Vous le faites très très bien, vous le faites vraiment très très bien. C'est gentil. Vous n'êtes pas à l'aise, mais je ne peux pas faire autrement. Moi personnellement, ce roman m'a tellement bouleversée et ça a parlé à chaque fibre il a parlé à chaque fibre de mon corps. Et j'adorerais que tout le monde s'en empare hein, pour qu'il fasse sa vie au-delà de la Roumanie. C'est un roman universel en fait. J'ai juste une question, je ne sais pas si on devait avoir une petite surprise parce que Marie Lenir, la traductrice, était censée nous rejoindre peut-être en fin de discussion. Je voudrais rassurer tous les lecteurs français, la traduction est absolument magnifique. Oui, 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 ça c'est vrai, c'est magnifique. J'ai commencé à travailler avec Marélie depuis longtemps et elle est magnifique. Je l'adore, oui, et je l'aime. Mais je pense que vous allez pouvoir le lui dire en direct parce que je crois qu'elle ne va pas tarder. Et ça, c'est... La voilà. Oui, Bonjour Florina. Bonjour Marélie. Bonjour Madame Irinia. je suis Quel bonheur de vous entendre. Et quel Je bonheur de... vous embrasse. Ah, ça a été une aventure de vivre avec ce livre. Une très très belle aventure que j'ai partagée avec mon amie Mirella Ferraiolo, qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle connaissait la région. Elle connaissait la période communiste que moi, je n'ai pas vécue. J'ai quitté la Roumanie en 1948. Et donc, je n'ai connu que l'arrivée au pouvoir. Mais le reste, c'était que les récits des tanti qui venaient de temps en temps. Et donc, ça a été un travail magnifique
d'aller au fond de ce roman, de chaque personnage, de chaque paysage. Il y a une merveilleuse description de cette région et c'était un régal. Et vous en avez fait aussi un régal pour les lecteurs français. Merci infiniment. Et de vous être connecté ce soir et pour le travail que vous avez fait parce que c'est absolument sublime. Ça me touche beaucoup que vous l'appréciez. Et si, parce que pas une fois, je n'ai pas senti à l'oreille, ah, ça serait peut-être que ça se disait comme ça, et que, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je lis le roumain, je suis roumaine. Donc, quand bref, on peut se dire parfois qu'on sent quelque chose, et non, c'est tellement. Mais en même temps, vous traduisez les plus grands depuis le roumain vers le français. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, sinon que vous êtes formidable. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci beaucoup. Mais traduire Florina, c'est un bonheur. Bon, mais il est 20h pile. Non, j'ai quand même encore une question pour vous, Madame Lenir. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous a touché le plus dans ce roman? L'amour de la terre, je crois. C'est tellement puissant. On le vit, on vibre complètement dans cet amour de la terre. Si vous permettez, on va rester sur ces mots parce que c'est tellement beau et que la terre, c'est là où on a nos racines et c'est ce qui est de plus important dans la vie. Merci infiniment. Merci. Merci, Merci beaucoup, Marie. Je vous embrasse. Au revoir, Florina. Il y a quelqu'un, Florina, qui espère un prix Nobel. On va croiser tous les doigts de la littérature. Ce serait formidable que ce roman aille jusque-là. Je ne sais pas qui a posé la question, mais en roumain, on dirait « să-ți fie gura urită ». Merci infiniment, Florina. Merci pour ce soir. Merci à vous, merci à tous. Merci aux éditions des Sirtes, merci à l'Institut culturel roumain, à l'ambassade de Roumanie en France. J'espère que ça vous a donné envie d'aller demain en librairie, chercher le livre des nombres. C'est un immanquable, vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup.